Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de rentrée de la matinale. La matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler du Royaume-Uni. Après 6 années post-Brexit compliquées, le Royaume-Uni est-il en passe de tourner la page du Brexit? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Et puis, bilan de l'été sur les marchés financiers. Que peut-on attendre de cette rentrée? Enfin, 45 deals en 3 ans. Un nouvel acteur en fusion-acquisition spécialisé en gestion de patrimoine. Voilà pour cette matinale. C'est parti. Et on démarre tout de suite cette matinale avec les marchés qui ont été agités cet été. On va même faire un tour du côté du Royaume-Uni avec notre invité, c'est Teddy Devitt. Bonjour Teddy. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général chez Flornoy Ferry, un nom qui fleure bon les agents de change. Racontez-nous ce que fait Flornoy Ferry pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Tout à fait. Alors effectivement, Flornoy Ferry, ça rappelle les agents de change puisque c'est la fusion de plusieurs sociétés qui avaient été fondées par des fils d'agents de change qui ont créé leur société de gestion dans le début des années 2000 et 2012. Donc, pour ne pas les nommer, les Ferry avec Ferry Gestion, Olivier Flornoy avec Flornoy et Associés, et Benoît Jauvert qui, lui, en fait, avait créé une société qui s'appelait Financière de l'Auxerre, qui a racheté Flornoy Associés, et ensuite, ce qui est devenu Flornoy, et ensuite Flornoy a racheté Ferry Gestion, et c'est devenu Flornoy Ferry. Donc c'est une société, comme je l'ai pas dit encore, de gestion de portefeuille, où on a essentiellement de la gestion collective avec des fonds, actions, obligations diversifiées d'un côté, c'est les 2 tiers de l'activité, ça fait à peu près ça 2,4 milliards, et de la gestion privée pour 1,2 milliard. Donc au total, une 40-45 personnes partout en France, avec des bureaux en région. Voilà, et avec qui, Monsieur Ferry, avec qui vous dirigez, toujours. Absolument. La société. Alors justement, il fallait être présent, en tout cas pas trop loin des marchés cet été, puisque comme souvent pendant le mois d'août, on a eu cette cassure début août. Comment ça s'est passé? Alors, pour ceux qui étaient là, parce que tout le monde n'était pas là, effectivement, le 5 août a été une journée un peu particulière puisque le VIX, donc l'indice de la peur, comme on dit, qui mesure la volatilité des marchés, a explosé. On était plutôt vers entre les 10-15 et on est monté jusqu'à 62 pour d'ailleurs retourner aujourd'hui à peu près 15. Donc, c'est dire à quel point, en fait, il y a juste un pic. Pendant une semaine, ça a été un peu la folie, ce qui montre aussi que les robots sont très présents dans nos marchés aujourd'hui et font partie de nos vies, en tout cas pour analyser et la psychologie de marché et les réactions de marché. Mais effectivement, suite à l'annonce de la Banque centrale du Japon qu'ils allaient augmenter les taux et qu'ils ont un peu augmenté les taux, même si on sait que ça va pas être violentissime, ça a été la fin de ce qu'on appelle les trades de portage, qui consistait en gros à emprunter au Japon pour aller acheter des actifs ailleurs, notamment le Nasdaq. Et le retournement de ce trade a fait très mal. Voilà, le fameux carry trade, à un moment où en plus les États-Unis ont décidé, eux, de réduire ces taux d'intérêt. On va le voir. Alors justement, un petit point sur cette rentrée des marchés. À l'heure où on enregistre, effectivement, certains sont à l'école, mais pour nous, c'est la rentrée des marchés. Comment vous voyez ça? Vous avez dit que vous êtes un petit peu prudent désormais, notamment sur le marché US. Oui, tout à fait. En fait, nous, ça fait un certain temps qu'on est prudent sur le marché US, donc on a un peu souffert, c'est-à-dire que jusqu'à, en gros, le mois de juin, on a bien accompagné la hausse, et à partir du mois de juin, on trouvait qu'il y avait un peu moins de potentiel à la hausse sur les marchés, notamment américains. C'est un peu plus vrai aux États-Unis pour nous qu'en Europe. Et évidemment, on a eu la surprise de la France pour l'Europe juste avant l'été. Donc, nous, on a plutôt sur les portefeuilles quasiment 10%, entre 7 et 10% de cash, particulièrement aux États-Unis. C'est vrai quand même qu'il y a eu beaucoup de surprises cet été avec la fin de Biden remplacé par Kamala Harris. Ça change quand même beaucoup le profil des anticipations de marché, notamment pour l'Europe. Si c'est Kamala Harris, c'est quand même beaucoup moins grave, entre guillemets, que si c'est Trump. Je pense à tout ce qui est barrières douanières, notamment. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt plus prudent sur les actions aux US. On est plutôt revenu en Europe. Et en Europe, on a diversifié un peu plus que ce que l'on pensait initialement, notamment avec les autres élections qui ont été la surprise juste avant l'été.
En tout cas, le 4 juillet, c'est les élections en Angleterre. Alors justement, c'est votre thèse. Le Royaume-Uni, vous intéressez. Alors ils sont plus dans l'Europe évidemment depuis le Brexit, 6 ans déjà. Vous dites que voilà, après un passage à vide avec une succession de premiers ministres, pas toujours forcément les meilleurs, le Royaume-Uni pourrait tourner la page du Brexit, en tout cas revenir en grâce auprès des investisseurs. Pourquoi ? En fait, d'abord, l'addition a été particulièrement salée pour l'Angleterre. L'Angleterre, elle a été privée depuis. Donc, je fais juste un petit rappel. 2016, il y a le Brexit. En fait, ils sortent vraiment en 2020. Et en gros, depuis, il leur manque à peu près presque 6% de PIB par rapport aux autres pays européens. C'est quand même beaucoup. La devise, elle a chuté de l'ordre de 20% par rapport à son plus haut, en tout cas sur l'annonce et les années qui ont suivi. Et effectivement, il y a tout un tas de coûts. Ils ont notamment vécu le Covid de façon encore plus intense que les autres. Je pense notamment à l'inflation, le post-Covid. Ils ont eu une inflation annuelle qui est montée quasiment enfin au-dessus de 11. Je veux dire, c'est quand même des chiffres qui sont, pour un pays développé comme l'Angleterre, qui sont énormes. Aujourd'hui, il y a eu des élections qui n'étaient pas forcément anticipées à ce moment-là, oui. Et ça a été un raz-de-marée complet, contrairement à nous en France, ça a été un raz-de-marée complet pour les travaillistes, donc le New Labour. On a ce garçon, là, Keir Starmer, qui est un peu leur premier ministre normal à eux, qui a tout remporté, en fait. On est vraiment sur le nouveau Tony Blair en termes de promesses. Et c'est des gens qui, pour l'instant, montrent un body language, si on devait parler en anglais, qui nous plaît pas mal. Nous, on s'intéresse notamment en Angleterre à tout ce qui est valeur domestique tournée vers le marché domestique, pas tellement l'export. Donc pas vers l'export. Ouais. Non, pas vers l'export. Donc plutôt FTSE 250 que FTSE 100. Si on devait mettre des coups de projecteur, ce sera tout ce qui est construction. Les banques ont déjà bien marché, mais ça devrait continuer. Voilà, mais effectivement, l'Angleterre pour nous est une source de diversification qui nous intéresse sur cette rentrée. Ça n'est pas que l'Angleterre, on regarde aussi les Nordiques, etc. Mais c'est vrai que l'Angleterre, c'est un thème qu'on a oublié depuis un certain temps. C'est vrai. Et qui est intéressant pour nous. En résumé, donc prudence sur les États-Unis désormais. Et puis on va voir, évidemment, on suivra ces élections. Kamala Harris pro. Peut-être Europe plus que Trump, et puis pourquoi pas l'Angleterre remettre un petit peu dans les portefeuilles. En tout cas, voici pour les vues chez Flornoy Ferry. Merci Teddy De Witt, je rappelle que vous êtes directeur général de Flornoy Ferry, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci. À quoi s'attendre sur les marchés financiers pour cette rentrée? Quelles sont les opportunités à privilégier, les scénarios du côté de l'économie, des bourses mondiales après un été agité? C'est toutes les questions qu'on va poser à notre expert Stéphane Lévy. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes stratégiste et responsable de l'innovation chez Shine Capital. Et je le disais à l'instant, c'est vrai que l'été n'a pas été de tout repos. Comme souvent, on a un petit coup de tabac au milieu du mois d'août. Oui, on a eu un été assez agité, même si c'est une forme d'agitation au trompe-l'œil, parce que finalement, on finit l'été au même endroit qu'on l'avait commencé. Ça a été une magnifique configuration en V. Mais c'est vrai que l'été est souvent plein de surprises. Ce sont des marchés assez creux en termes de volume, et il suffit qu'il y ait une conjonction de facteurs un peu négatifs pour que la volatilité se crée. Cette année, il n'y a pas échappé. Voilà, il fallait rentrer vite au bureau, peut-être pour certains, dans les salles des marchés. Quelles sont justement les classes d'actifs? Vous êtes spécialiste sur les actions. Quelles sont justement les actions à privilégier pour cette rentrée? Quel scénario là pour septembre et ce dernier trimestre 2024? Alors vous avez parlé d'actions, Fabrice. Effectivement, en tant qu'allocataire d'actifs, je crois que la classe d'actifs actions doit être encore favorisée stratégiquement. En fait, la configuration actuelle, elle peut être définie comme une forme de mid-term, pour reprendre une terminologie électorale, du cycle d'expansion boursier. Et ce cycle d'expansion boursier, en fait, a pris racine il y a un an, tout juste un an, au moment où, en fait, la visibilité, sur le scénario macroéconomique est réapparue.
Et ça avait mis fin à une séquence assez pénible, dont on se rappelle tous, qui a duré 2-3 ans, qui a été marquée par des chocs de nature exogène, sanitaire, monétaire, géopolitique. Et en fait, on avait subi des événements, beaucoup des marchés très heurtés et un manque de visibilité. Et cette visibilité est revenue. Cette visibilité, c'est quoi ? C'est tout simplement la prise de conscience que la bataille contre l'inflation était sur le point d'être gagnée. Ça, c'est typiquement ce qui est arrivé il y a un an. Et ça a été le point de départ, le magnifique rallye boursier, qui a tout simplement pris en considération cette amélioration de la visibilité et a grimpé en anticipation de la baisse des taux. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de baisse des taux réelle. Elle vient d'être annoncée enfin par Jérôme Powell durant ce Davos 2024. Et on avait l'impression que les marchés avaient déjà anticipé et avaient fait toute la hausse finalement. Bien sûr, les marchés ont toujours environ 12 mois d'avance sur les événements. Globalement, ont 12 mois d'avance sur l'économie réelle. Donc on est parfaitement dans son cadre. La hausse qu'on a pu observer des marchés, c'est uniquement dans l'anticipation de cette baisse des taux. Oui. Maintenant qu'elle est survenue, que faire ? Et c'est en ça que l'on définit la période actuelle comme une période de mi-terme, comme une configuration un peu horizontale, qui a commencé, je dirais, au cœur du printemps, donc juste avant que Madame Lagarde ne baisse les taux début juin. Et donc on est un peu dans cette phase de consolidation très horizontale qui, à notre sens, se terminera par une dernière jambe haussière. Et cette jambe haussière devra être portée, je crois, par des données plus fondamentales, par la confirmation que l'économie se tient bien, et c'est globalement ce que l'on peut observer au travers de nos indicateurs propriétaires de momentum économique, qui prévoient une économie européenne qui sera en meilleure santé dans un an qu'aujourd'hui. D'accord. Et c'est également quelque chose qu'on observe au travers des consensus des économistes, c'est pas nous qui le disons, les macroéconomistes par exemple prévoient une croissance double en 2025 de celle que l'on va obtenir en 2024 avec 1,4 l'an prochain attendu en zone euro. Alors bonne nouvelle parce qu'on a l'impression que jusqu'ici l'Europe est à la traîne, notamment par rapport au parcours incroyable des valeurs US, alors tiré par les 7 magnifiques bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour en grâce justement sur ces valeurs européennes un peu délaissées avec des chutes parfois considérables, 25, 30, 40, 50% pour certaines? Oui, alors la sous-performance de l'Europe doit être nuancée, parce qu'on a quand même eu depuis le début de l'année une baisse assez significative du dollar, oui. Suite à justement la prise de conscience que M. Powell allait baisser les taux, et ramener dans une même devise, globalement, la performance des actions européennes et des actions américaines s'est globalement stabilisée depuis 6 mois. Notre conviction, c'est qu'effectivement, le marché européen nous semble mieux positionné pour bénéficier de la séquence actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une part beaucoup moins cher. Là où aux États-Unis on va payer le marché avec une surcote de 20% par rapport au standard historique, le marché européen lui est sous-évalué d'environ une dizaine de pourcents par rapport à sa norme historique. Donc là il y a très très clairement une question de valorisation, et on sait que la valorisation c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans des environnements où la visibilité revient. Quand vous avez de la visibilité, oui. Il faut s'appuyer sur la valo. Parce que la valo, c'est quoi ? C'est tout simplement une projection, ça s'appuie sur une projection, et donc quand il n'y a pas de visibilité, ça sert à rien d'y regarder. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc notre sentiment, il est que ça devrait être un facteur de soutien en termes relatifs pour l'Europe. Par ailleurs, si on regarde la nature même oui. Des deux marchés, la géographie européenne est une géographie beaucoup plus value. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se matérialise par des valorisations qui sont extrêmement bon marché, mais c'est aussi, je crois, un style de valeur qui se distingue par une assez forte cyclicité et qui, à notre sens, devrait également profiter du contexte actuel. Voilà, en tout cas, on retient un marché européen mieux positionné, et puis ça devrait encore aller mieux, donc pourquoi pas l'Europe pour cette rentrée 2024. Stéphane Lévy, merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste responsable de l'innovation chez Shine Capital. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite dans la matinale, on va parler fusion, acquisition, M&A, comme on dit dans le jargon, avec un nouvel acteur, mais pas de nouveau dans ce monde-là, c'est Jean-Louis Duvernay-Guichard. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes Managing Partner de Newco Corporate Finance, une société que vous avez créée en 2020. Exactement. Avec un démarrage assez incroyable, puisque vous avez fait pas moins de 45 deals en 3 ans.
Alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait Newco, les ingrédients de cette réussite? Alors, il y a plusieurs ingrédients. Tout d'abord, l'expérience qu'on a accumulée, ce métier depuis 25 ans. Ensuite, la spécialisation sectorielle. Donc, nous sommes spécialisés dans les services financiers et encore plus spécifiquement dans la gestion de patrimoine. Et donc, forcément, il y a un cercle vertueux à faire une transaction 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Un rythme assez quand même soutenu, on va le dire comme ça, puisque vous disiez à une époque, on était sur 3, 4, 5 deals les bonnes années par an. On a l'impression que tout s'accélère et vous aussi, comment vous avez réussi à augmenter cette productivité? Alors, le troisième ingrédient de notre succès, c'est les équipes aussi. On a des équipes qui sont fortement investies, qui sont spécialisées, qui sont passionnées. Donc, on a commencé l'activité, on était 6. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Donc en l'espace de 3 ans et demi à 4 ans, donc très dynamique. On a aussi la chance d'avoir le secteur sous-jacent de la gestion de patrimoine qui est extrêmement actif, qui subit un mouvement de consolidation inédit. Donc on accompagne ce mouvement avec beaucoup d'expérience et puis une certaine efficacité dans le travail qu'on a fait. Donc effectivement, le succès amène le succès. Et donc à la fois, on accompagne nos clients de manière récurrente sur des opérations de recomposition du capital, et puis à la fois de nouveaux clients qui se disent qu'eux aussi, il est temps de réfléchir à leur avenir actionnarial. Oui, justement, ce mouvement de concentration, il paraît inéluctable. Pourquoi justement on observe un tel mouvement aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que il y a une population peut-être qui a envie de transformer son actif? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'arrivée aussi des fonds dans cet univers? Oui, exactement. On a un effet pyramide des âges avec une transmission du capital qui se fait. On a un secteur qui est fortement atomisé avec plus de 3000 CGP. Donc, on parle plus spécifiquement des CGP. Mais donc, 3000 CGP avec une pyramide des âges qui incite à la transmission. L'arrivée des fonds de private equity aussi qui amène du capital, du fuel en fait dans ces opérations de consolidation. Et en même temps un solde positif chaque année de création de nouveaux acteurs. Donc la baignoire se vide et se remplit en même temps, comme on dit. Oui, c'est vrai que ça va plutôt bien pour la gestion de patrimoine. Et puis il y a des besoins aussi forts parce qu'on a l'impression qu'il y a toute une population qui est finalement assez mal adressée, notamment par les banques. Exactement. On a en fait cette population des masses affluentes que visent particulièrement les conseillers en gestion de patrimoine est mal adressée par les banques privées qui vont augmenter les seuils pour servir leurs clients. Il faut être de plus en plus riche. Et en même temps, les banques de détail qui vont plutôt digitaliser leurs clients, travailler sur l'efficience opérationnelle et un petit peu moins sur la gestion personnalisée de la relation client. Et donc les CGP s'engouffrent dans ce segment de clientèle avec une efficacité commerciale forte, avec aussi des produits de plus en plus variés à proposer qui correspondent aux différents horizons d'investissement, aux différents profils de risque et puis aux différents éléments que l'on veut couvrir. Est-ce que c'est une transmission? Est-ce que c'est une prévoyance? Est-ce que c'est une dépendance? Oui. Est-ce que c'est simplement faire croître le capital? Voilà, donc les CGP proposent tout cet éventail de services. Alors ça, c'est les facteurs positifs et on a aussi des facteurs négatifs. C'est quand même le poids de plus en plus fort de la réglementation et la nécessité quand même aussi de digitaliser les opérations qui demandent des investissements. Et puis on en parlait, effectivement, les fonds, les grands fonds d'investissement sont de plus en plus présents, les Français, mais aussi les Britanniques, les Américains. Pourquoi ils s'intéressent en particulier à ce secteur de la gestion de patrimoine? Alors c'est un secteur qui a surpris tout le monde au moment du Covid en fait. Parce qu'on a tous été sidérés par le Covid et la gestion de patrimoine est ressortie du Covid indemne, voire encore plus forte qu'elle y était rentrée. Et donc les fonds regardent ce secteur et se disent mais c'est incroyable d'avoir un secteur qui peut résister à une pandémie mondiale. Ensuite, c'est un secteur qui est dynamique, qui a un potentiel de consolidation fort, qui a une part de marché relativement limitée. En France, on a à peu près 10% de l'épargne qui est capturée par les CGP, donc potentiel de progression assez fort. Et puis des managers, des entrepreneurs très dynamiques aussi, et donc les fonds aiment bien accompagner ce genre de profil. Tiens, justement, ces entrepreneurs, on en parle, ils peuvent aujourd'hui aussi vendre leur société à des niveaux de valorisation assez intéressants. Ah oui, effectivement, pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'opérations de rapprochement, de consolidation, et on était sur des multiples à peu près 2 fois et demi le chiffre d'affaires récurrent, et aujourd'hui, on passe sur des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus élevés. Combien environ? Il n'y a pas un chiffre magique, mais ça dépend un peu de la taille déjà du cabinet, de son profil,
Mais effectivement, pour une échelle assez large, on peut dire qu'un petit cabinet va être autour de 8-10 fois le résultat opérationnel, ce qu'on appelle l'EBITDA. Et un gros cabinet peut monter au-delà de 15, 17, 18, voire plus. Ah bah voilà, ça veut dire que vous avez du boulot pour les mois et les années à venir. En tout cas, voilà, après ce très bon démarrage, Newco Corporate Finance poursuit sa croissance. Merci Jean-Louis Duvernay-Guichard. Je rappelle, vous êtes Managing Partner donc, de Newco Corporate Finance et à très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci.